j'ai le plaisir d'appeler à présent Nanette Jacomain-Snoep, qui est anthropologue, qui a étudié cette discipline à l'EHESS à Paris. Depuis 2015, Nanette Snoep est directrice de 3 musées ethnographiques en Allemagne, à Leipzig, à Dresde et à Herrnhut. Collection allemande qui est la seconde plus grande collection, cette dernière collection qui est la seconde plus grande collection d'Allemagne avec plus de 350 000 objets du monde entier. Avant de devenir directrice de musée en Allemagne, elle avait travaillé au musée du Quai Branly entre 1999 et 2014, où elle était responsable de l'unité patrimoniale des collections historiques. Elle a également réalisé de nombreuses expositions en France et en Allemagne, et elle poursuit cette expérience aujourd'hui en organisant une exposition qui ouvrira en décembre 2018 sur la ville de Kinshasa, exposition où Nanette Snoep donne carte blanche à un collectif d'artistes et de penseurs vivant à Kinshasa et qui conçoivent eux-mêmes, réalisent une exposition sur leur ville pour le musée de Leipzig. Oui, chers mesdames et messieurs, et chers Bénédicte Savoie et Yann Potin, merci beaucoup pour m'avoir invité à participer à cette table ronde. Mon intervention aujourd'hui s'inscrit dans ma pratique muséale que j'ai mise en place dans les musées que je dirige en Allemagne depuis ces 3 dernières années. Il s'agit en fait de tentatives et d'expérimentations pour essayer de faire parler les objets, de leur donner une voix, dans un certain sens, de les réanimer. Si on considère l'objet comme une marionnette, on peut dire que d'une part, le principe de mes pratiques muséales est de rendre visibles non seulement les fils des marionnettes, mais aussi les mains qui les animaient et les animent. Et d'autre part, il s'agit de ménager un espace qui permet une remise en jeu des objets dont les fils semblent pour le moins bien noués depuis quelque temps dans le monde des musées ethnographiques. Rappelons-nous que les musées ethnographiques du XIXe siècle ont été créés dans le but de commémorer les cultures non européennes dont on considérait qu'elles allaient bientôt disparaître et être englouties ou remplacées par la culture européenne. Un soi-disant projet de civilisation, mais avant cela, il fallait avoir leurs objets comme témoignage de ces cultures en voie de disparition. C'est ainsi que ces objets, avant leur probable disparition, allaient être collectés afin de les représenter à la place des hommes et femmes provenant de ces cultures dans des catégories et des vitrines suivant des pratiques qui, jusqu'à aujourd'hui, sont quasiment restées intactes. Le traitement des objets, la façon comment on les décrit, les classe et les présente. Malgré les nombreux nouveaux projets de musées, comme le Quai Branly en 2006, le Weltmuseum de Vienne en 2014, ou alors le Humboldt Forum, qu'on attend avec grande impatience en 2019, et tant d'autres initiatives, ces nœuds relationnels, continuent à se resserrer de plus en plus. Aujourd'hui, avec aussi le décentrement, la décentralisation de l'Occident et le changement des pouvoirs géopolitiques, le musée ethnographique, ou comme on veut l'appeler, est comme paralysé. On voit aujourd'hui que chaque musée et chaque nation traite à sa façon les difficultés que nous avons avec les choses que nous avons collectées pour la plupart il y a maintenant une centaine d'années. Mais ce que les musées des différentes nations ont en commun, c'est qu'ils n'en sortent pas. Les musées et leurs objets continuent à nous hanter depuis déjà de nombreuses décennies avec des périodes plus virulentes, mais le boomerang revient toujours. Pourquoi ? Pourquoi ce malaise ? Ce malaise résulte de l'incapacité totale dans laquelle se trouve le musée de raconter des histoires qui fassent sens, à un moment particulier de l'histoire du monde où les descendants contemporains de ceux qui ont soit fabriqué, soit collecté ces objets du musée sont présentement occupés ou obligés à inventer une nouvelle manière
de vivre ensemble et d'en dégager un nouveau récit. L'objet à première impression muette et silencieuse est donc inséré, entangled, comme le disait Nicolas Thomas, dans une série de liens pas forcément visibles qui relatent les attachements qui font et tiennent l'objet en situation muséale, en l'occurrence ethnologique. À force de se nouer dans des histoires que l'on peine à raconter à l'intérieur de nos salles d'exposition, le débat autour de la restitution n'a jamais été aussi virulent qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on veut restituer et qu'est-ce qu'on ne veut pas restituer? L'objet ou son récit? Mais que sont-ils, ces objets qui nous hantent tant? Pour Barbara Kirschenblatt-Gimlet, les objets sont comme des procureurs pour les personnes. Les musées instaurent avec les objets ce que la société ne parvient pas à réaliser avec le peuple associé à ces objets. On crée des murs et des lois pour éviter qu'ils viennent, et des vitrines et des lois pour empêcher que leurs objets puissent repartir chez eux. Le rôle des objets comme procureurs constitue, selon Kirschenblatt, l'une des raisons pour lesquelles les musées, sont devenus des champs de bataille politique. Et si le musée était en fait un très grand fétiche, un gigantesque fétiche à clous? Dans Musée cannibale, Jacques Hénard souligne que l'animisme est profondément inscrit dans la vie moderne quotidienne et que les musées n'étant que l'une de ces manifestations les plus visibles. La pratique muséale est notre relation, la relation que directeurs et conservateurs de musées entretiennent avec leurs objets qui gardent précieusement aux objets du musée. Sont-ils animistes? La collecte ethnographique est également un processus de remplacement des personnes par les objets et on leur a attribué un pouvoir de représentation auquel ils n'étaient initialement pas destinés. L'inconnu, l'étrange, autre, a toujours fait partie de la fascination de l'ethnologue. C'est cette notion d'inconnu, de autre, que l'objet est censé de contenir. Et c'est cela qu'il faut posséder, contrôler et classer, à l'instar des reliques et le vol des reliques à l'époque médiévale. Aujourd'hui, nous sommes alors entourés des fétiches des autres, mais est-ce que ce sont pas plutôt nos fétiches? On se bataille avec des fétiches et les pouvoirs que nous leur avons attribués afin de continuer de les contrôler et d'empêcher qu'ils nous échappent. C'est en quelque sorte une bataille symbolique autour des fétiches et de leur contrôle. Et qui contrôle quoi? La tentative de contrôle dans le musée, c'est bien sûr, on en a déjà parlé, on classe, on énumère, on groupe, on légende, on hiérarchise, on liste, on numérote. Un contrôle fétichiste peut-être. On range, on re-range à nouveau, on regroupe, on emballe, déballe et remballe, on renoue. Et puis on empêche de les toucher à la manière d'un prêtre vaudou. Pour le contrôler, on le désinfecte, on l'isole, on le met aussi à l'écart. Il est extrêmement intéressant de noter que dans le musée ethnographique à Dresde, vous voyez ici, je ne sais pas, peut-être il y a certains parmi vous qui comprenaient l'allemand, mais ça m'a quand même pas mal intéressée. Lorsque je suis devenue directrice, et je me suis baladée dans les couloirs du musée de Dresde et je suis tombée devant cette porte de la salle de désinfestation. Cette salle, ça s'appelle en allemand Entwesungsraum. Bien évidemment, littéralement, ça, c'est la bonne traduction, c'est salle de désinfestation, mais Entwesen, de Entwesung, dérive de Wesen, qui signifie être. Alors, dans cette salle, on enlève l'être,
on déshumanise l'objet, on le désanime, on enlève son anima. Pour appeler une salle de cette fonction ainsi, cela veut dire aussi quelque part qu'on lui contribue, qu'on lui attribue une âme, et que l'objet est un objet personne. Pour une tentative d'animer les objets. Et après cette réanimation, j'aurai bientôt fini. Cela me fait bien évidemment penser aussi au fronton du Musée de l'Homme que tous les Parisiens connaissent, de objets inanimés, avez-vous donc une âme de Lamartine. Musée, ces gigantesques champs de bataille contre l'éphémère et l'oubli, objets qui dorment dans nos réserves, déconnectés de là où ils viennent. Alors réveillons-les, ou faisons tous à aider à les réveiller, à les réanimer. Réactivons-les, réactivons le récit, leurs multiples récits. Leur réactivation peut nous mener aussi à créer de nouveaux liens, de nouvelles relations, de nouveaux nœuds peut-être aussi, mais peut-être un tout petit peu plus agréables. Si on se mettait à place, si nous, on se mettait à la place des objets, si nous, ces objets, nous regardaient, nous observaient, s'ils nous parlaient, comme l'a évoqué ce matin Bénédicte Savoy, en citant l'ancienne ministre Aminata Traoré. Désapprendre nos pratiques muséales afin de donner plus d'agency aux objets. C'est ça qu'il faut faire. Dans ma petite pratique, au fin fond de l'Allemagne, nous avons essayé une exposition un peu expérimentale qui s'appelle Prologue, Stories of People, Things and Places, où on a essayé de transformer les objets silencieux et muets en acteurs actifs. Des objets silencieux, on les a posés avec leur heure, leur montre, pour dire qu'ils ont aussi leur temps et que le tic-tac-tic en même temps. Excusez-moi, là je suis dans une confusion linguistique. Des caisses qui chuchotent. On demande aux visiteurs de déchausser leurs chaussures dans une salle où on a montré des objets sacrés. Ou comment donner présence à l'absence. Qu'est-ce qui se passe aussi lorsqu'on a restitué des objets ou des restes humains? Qu'est-ce qu'il en reste de leur récit? Par exemple, en novembre 2017, on a restitué 4 individus de Hawaï qui ont été 4 squelettes qu'on a rendus à Hawaï. Et là, dans le musée de Leipzig, on a montré les boîtes vides pour vraiment montrer aussi au public aussi qu'après la restitution, le récit continue. Alors, c'est pour ça aussi dans mon titre, du cabinet de curiosité au cabinet d'histoire curieuse, cette tentative pour réanimer les objets, c'est peut-être ça la raison, essayer de faire parler ces objets. Donc le musée n'est donc pas uniquement l'endroit où on conserve les objets, mais aussi où les objets conversent avec nous. Le musée n'est donc pas uniquement un lieu de conservation, mais aussi un lieu de conversation. Et son rôle est de dégager des histoires, des récits, de faire parler, ou plutôt d'animer les objets. Ces objets qui contiennent tant de récits de toute époque où les temps multiples se croisent, se joignent, se juxtaposent et se lient. Le musée devrait donc être considéré comme un lieu où on donne place à de nouveaux récits, de multiples récits insolites et singuliers. En quelque sorte, le musée pourrait devenir un lieu de cacophonie de récits. Et voilà un cabinet d'histoires curieuses, car même si certains objets dont on parle aujourd'hui ne seront peut-être plus dans les réserves du musée dans quelque temps, un petit bout de leur âme y reste, que l'on veuille ou non. Pour conclure, je voudrais vous montrer des estampes de nos collections représentant des tsukumogami.
Selon cette légende folklorique japonaise, ces tsukumogami désignent des objets ménagers qui deviennent animés après 100 ans. Alors, lorsqu'on regarde nos collections ethnographiques, eux aussi, ils sont tous à peu près entre 100 et 120 ans. Au cas où ils étaient maltraités, donc ces objets ménagers au Japon, ils sont capables, donc au cas où ils étaient maltraités, ils sont capables de hanter les êtres humains et leur rendre la vie impossible. Ma question est donc, est-ce que les objets ethnographiques, objets de cette partie de cette table ronde, est-ce qu'ils ne sont pas non plus un peu no tsukumogami d'aujourd'hui? Merci beaucoup.